Merci. Bonjour à toutes et à tous, nous continuons notre série d'émissions spéciales. La Belgique se relance. Nous vous proposerons au total 8 semaines d'émissions jusqu'en février 2022 pour un tour de Belgique. La parole est donnée à tous les acteurs de l'économie que vous êtes, indépendants, chefs d'entreprise, ingénieurs, architectes, commerçants, fonctionnaires. Nous vous recevons sur ce plateau pour partager votre manière de rebondir, votre vision d'une Belgique plus forte, plus compétitive, plus ambitieuse aussi. Nous avons découpé la Belgique en 8 zones géographiques et cette semaine, les acteurs du Hainaut sont avec nous aujourd'hui. Biotech et santé sont à l'honneur. Bonjour Amélie Maton. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la CEO de EcoStérile. On va savoir un petit peu de quoi il s'agit dans quelques instants. Timothée De Greft est à vos côtés, CEO de Deltrian, une société devenue célèbre. On va rappeler à nos téléspectateurs pourquoi dans quelques instants. Bertrand Alexandre, le CEO de Biopark, le tout jeune CEO. On peut dire de Biopark. Oui, hein. oui, bon, Mademoiselle Bosco est partie sur d'autres aventures. Voilà. Et à vos côtés, Stéphane Mercier, administrateur délégué du groupe Jolimont, qu'on a beaucoup vu aussi et entendu pendant cette pandémie. Bonjour Stéphane, vous allez bien? Bonjour, très bien. Allez, très bien. On est parti donc pour 1 heure de direct ensemble pour partager, échanger sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a envie de vivre et cette relance qui est engagée. Avant de rentrer dans vos domaines d'activité respectifs, j'ai envie de vous demander humainement, en quelques mots, vous l'avez vécu comment, Amélie, cette pandémie, cette crise? C'était une expérience très riche, je pense, à la fois en termes de gestion d'équipe, de management, de aussi pouvoir prioriser les projets. Globalement, je pense qu'on en retire beaucoup, que ça permet également une prise de recul par rapport à la société dans son ensemble, par rapport à la responsabilité des entreprises de manière plus large, pas seulement la maximisation du profit, mais aussi que ça englobe d'autres éléments importants. Timothée? Je pense aussi qu'on se souvient aujourd'hui de toutes les bonnes choses, de tout ce côté humain que cela a apporté. Les challenges, la partie professionnelle est un petit peu oubliée aujourd'hui. Mais on a eu l'occasion de se resserrer, de resserrer les liens des équipes, de relever des challenges énormes pendant toute cette période-là. Et ça a vraiment fait du bien aux équipes. Oui, Bertrand? À titre personnel, c'est une expérience que d'autres ont vécue. C'était à la fois des difficultés puisque j'ai perdu mon job. Mais aussi une occasion unique de se repositionner, ce qui fait que j'ai créé en fait une start-up. Oui. Et ensuite, j'ai retrouvé un autre job. Voilà, Donc, bienvenue chez Biopark maintenant. Voilà. On va en parler pendant cette émission. renouvellement. Stéphane, personnellement? Alors c'était très très dur, hein, ça on va pas se le cacher, je vais pas me le cacher non plus. Maintenant je partage l'expérience des autres, ça a aussi été l'occasion de mettre toute une série d'équipes, toute une série de métiers à l'avant-plan. Je pense que les hôpitaux ont un peu besoin qu'on se souvienne qu'ils étaient là et quelle était leur capacité d'agir et de réaction. Et au sein des hôpitaux, il y a beaucoup de métiers qui étaient fort des métiers de l'ombre, et à côté des soignants, bien sûr, qui ont été en première ligne, il y a tous ceux qui ont permis que ça se passe. Et ça a été aussi une très très belle expérience pour le secteur. Alors, dans le groupe Jolimont, il y a des hôpitaux, il y a des maisons de retraite aussi. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette crise? Ce que je retiendrai, c'est que d'abord, on a été bousculé comme on ne l'a jamais été. Et donc, voilà, moi, je suis plus proche de la fin de ma carrière que du début. Et je n'ai jamais vécu dans ma carrière quelque chose qui ressemblait à ça. Jamais vous vous attendiez à le vivre? Jamais un choc de cette nature-là, jamais, voilà, dans les maisons de repos, les décès, qui se sont enchaînés au début, c'était extrêmement difficile à vivre pour les équipes et pour nous aussi, dirigeants. Et en même temps, ça remet toute une série de choses en cause. Et en tant qu'administrateur délégué, ça remet quoi en cause? Ça apporte quoi? Alors, en tant qu'administrateur délégué, c'est d'une part bousculer totalement les priorités. Être vraiment sur le feu en permanence, et c'est aussi se rapprocher très très fort des équipes de terrain et des équipes opérationnelles, avec un rôle particulier. Voilà, vous disiez que j'avais été un peu présent dans les médias. Je pense que c'est aussi mon rôle de rendre ce personnel et de rendre nos activités visibles. Voilà, et comme administrateur délégué, c'était un rôle un peu nouveau pour moi. Et Amélie parlait de management il y a quelques instants. Est-ce qu'au niveau management, là, il a fallu faire un boulot, et il faut faire un boulot important aujourd'hui?
Oui, oui. Alors c'est aussi les changements de technique de management. Hein. La vidéoconférence, aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais on n'était pas du tout prêt, pas du tout préparé à ça. Quand on gère, on a à peu près 25 sites d'exploitation dans le groupe Jolimont, donc forcément plus possible d'être présent physiquement partout. Donc on a dû changer la manière d'interagir entre nous. Donc là, on a beaucoup appris. Il y a beaucoup de choses, des choses qui vont rester positives également, oui. On continue à faire le tour de table pour présenter vos activités. Amélie, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste EcoStérile. Mais EcoStérile est une société montoise basée à Initialis, dans le parc en face des Grands Prés, et qui conçoit et fabrique des machines spécifiques pour le traitement des déchets médicaux. Et donc ce sont des machines industrielles que l'on exporte partout dans le monde. Et la société a été fondée en 1947, était à la base s'appelait AMB, Atelier Mécanique du Borinage, et s'est reconverti début des années 2000 dans ces machines spécifiques. On parle de 25 000 tonnes de déchets médicaux par an en Belgique. Tout à fait. On ne se rend pas compte, c'est énorme. Oui. De votre point de vue, il y a combien d'employés dans l'entreprise? Une trentaine. Une trentaine. Comment vous avez géré ça? Est-ce que les gens ont changé? Comment on s'adapte quand on est chef d'entreprise? Mais comme je me le disais, nous on est principalement à l'export, donc ce sont des solutions qui sont vendues à différents types de clients, qui sont principalement vendues à des sociétés prestataires de services qui collectent dans les hôpitaux et puis qui ont leur propre plateforme de traitement. Elles sont vendues également parce que ce sont des machines qui, si vous voulez, transforment les déchets médicaux en déchets ménagers. Dans des pays émergents où rien n'est fait. Donc les ministres sont face à un problème de santé publique parce que les déchets sont juste jetés dans les décharges ou brûlés de manière un peu sauvage à l'arrière de l'hôpital. Donc ça, ce sont des deals qu'on appelle à l'échelle nationale d'un pays. Et puis, c'est évidemment aussi vendu aux hôpitaux, mais dans une moindre mesure. Et donc c'est vrai qu'avec la crise, déjà il y a eu une conscientisation, je pense, générale que le déchet médical était un vecteur important de transmission de la maladie. Et donc c'est vrai qu'il y a tout à fait. Oui. Il y a des instances internationales, l'OMS, les Nations Unies qui ont débloqué des fonds justement pour éviter la transmission de la Covid via ce biais. Mais par ailleurs, c'est vrai que nos clients habituels ont mis plus de temps finalement à finaliser leur projet. Donc l'un dans l'autre, voilà comment ça s'est passé. Timothée, j'arrive chez vous dans le tour de table. Deltrion, alors on avait presque jamais entendu parler de cette marque, j'ai envie de dire, avant. On le voit maintenant sur les boîtes dans toutes les entreprises, surtout par les masques, mais il y a autre chose. Tout à fait. Le métier historique de Deltrion, qui est une société familiale qui a démarré il y a 54 ans aujourd'hui, c'est de concevoir, produire et distribuer des filtres à air. Donc pas du tout le masque chirurgical pour lequel on est effectivement... Des filtres à air qu'on trouve où? Partout. Dans les bâtiments. Ces bâtiments-ci ont une gestion de l'air, des centrales de traitement d'air, et dans ces centrales, il y a des filtres qui permettent de capter les pollens, de capter les poussières. C'est plus un second plan, je veux dire, on peut les voir si on est très observateur, mais ils sont plutôt cachés, quoi. Tout à fait, c'est un métier de l'ombre, c'est pour ça qu'on n'était pas très connus à l'époque. On travaille surtout en B2B avec des industriels. On travaille aussi avec les équipementiers automobiles pour, par exemple, capter les particules de peinture dans leur salle de peinture. Et l'année passée, on s'est lancé dans l'aventure des masques parce que c'est quelque part très très proche de notre métier. Il faut filtrer quelque chose. Exactement. Le masque, c'est un filtre. Et les médias, la matière première dont on a besoin pour créer ces filtres, elle est fabriquée par nos commettants, par nos fournisseurs. Alors comment ça s'est passé? Historiques vont faciliter le fait qu'on puisse mettre la main sur ces matières. Comment ça s'est passé? Comment du jour au lendemain vous réagissez, vous vous adaptez, vous vous transformez? Ça, je pense que c'est l'ADN de Deltrion. Cette envie d'entreprendre, de relever des défis. L'année passée, quand le gouvernement a lancé cet appel d'offres pour réindustrialiser cette filière, Deltrion s'est présenté. On a obtenu le go du gouvernement début avril et début juin, donc en 2 mois, en pleine période de confinement très très fort, très très sévère. On avait réceptionné les machines et lancé la production des masques pour reconstituer le stock de masques stratégiques du gouvernement. C'est beau ça. Vous nous expliquerez un peu tout à l'heure comment vous allez envisager l'avenir. Parce que voilà, là vous avez réagi sur le vif, j'ai envie de dire. Mais après, qu'allez-vous faire de cette révolution, de ces changements et de ce nouveau savoir-faire? On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Avec plaisir. Bertrand, nouveau CEO de Bioparc. Alors, Kesako? C'est reprendre en fait la direction d'un parc qui est
composé de 85 sociétés, des sociétés qui sont à la fois des sociétés de recherche et développement pour des nouveaux produits pharmaceutiques ou pour des nouveaux dispositifs médicaux, des tests diagnostiques, mais aussi des sociétés de services qui servent en fait cette industrie. En particulier sur le site, il y a la présence de gros centres de production de l'eau clinique aujourd'hui et de l'eau commerciaux demain, de substances biologiques. Alors le visage de Bioparc avant, c'était Florence Bosco. Elle vous a passé le témoin. Oui, c'est ça. Elle vous a laissé quoi? Plutôt un parc en bonne santé, non? Oui, en fait, quand on regarde par exemple par rapport au nombre d'emplois, en fait, on a un nombre d'emplois qui est en constante progression. En fait, en début 2019, on était à peu près à 1700 emplois sur le site. Oui. En octobre 2020, on était à 2700 et aujourd'hui on est à plus de 3000. On est encore en train de compter et surtout, on cherche en fait de la main d'œuvre aujourd'hui. On va y venir à ce sujet de main d'œuvre, de pénurie de main d'œuvre, de formation. Comment vous réagissez tous les uns avec les autres. Stéphane, peut-être on commence avec vous. Comment on réagit? Parce que voilà, les effets se font sentir au fur et à mesure aussi. Peut-être même on peut presque parler d'effets secondaires de cette Covid. Comment vous le ressentez au sein de vos équipes? Est-ce que du coup, l'absentéisme est de plus en plus important ou pas? Oui, donc on a un vrai souci aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre et essentiellement dans deux catégories. Une première qui est tout à fait majeure pour les hôpitaux, je dois faire un dessin pour personne, c'est le personnel infirmier. Oui. Qui est épuisé, c'est ça? Alors, il y a trois facteurs, je pense, qui ont joué. Il y a un facteur qui est lié à la crise Covid et qui est clairement quelque chose qu'on peut appeler de l'ordre de l'effet secondaire, pour reprendre votre expression. Oui. Il y a un deuxième facteur qui est lié à des choses qui étaient en chantier bien avant, mais qui se sont concrétisées à cet été-ci. C'est le passage à l'IFIC. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un nouveau système d'échelle barémique pour le personnel hospitalier et qui pour le personnel soignant et en particulier ceux qui bénéficient d'une qualification particulière, urgence, soins intensifs, donc aussi ceux qui ont été quelque part en première ligne dans la crise, qui crée un certain nombre d'effets pervers qui déstabilisent très fortement le personnel et qui a donc un double effet d'une impression d'absence de reconnaissance. Et le troisième effet, c'est qu'il y a effectivement une pénurie qui est d'une part liée au fait que l'absentéisme est plus important, mais qui est aussi liée au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'infirmières qui sortent des écoles aujourd'hui. Et donc on a reçu des budgets, là aussi, avant la crise, le fonds blouse blanche, on en a entendu parler juste avant la Covid. Et ce fonds blouse blanche, aujourd'hui, on a de grosses difficultés à le mobiliser puisqu'il n'y a pas de personnel infirmier qu'on puisse recruter. Donc il y a un très très gros enjeu pour notre secteur qui est, je pense, pas très différent de celui des métiers en pénurie de manière générale. Je pense que ce qui est commun, c'est comment est-ce qu'on oriente des gens vers des filières et comment est-ce qu'on rend ces filières attractives. Et rendre ces filières attractives, ça passe aussi par le type de métier et le type d'environnement, et ça passe aussi par la rémunération. Et donc on est écartelé entre ces deux mouvements-là. Timothée, Amélie, est-ce que dans vos secteurs, pareil, un problème de main-d'œuvre, de recrutement? On travaille beaucoup avec les stages. Nous, il y a énormément de stagiaires qui viennent chez nous de manière régulière. On est une trentaine et jusqu'à présent, on n'a pas été en pénurie. Mais pour des profils particuliers, on fait aussi attention à l'équité hommes-femmes, etc. dans l'entreprise. Et c'est vrai que des profils chaudronniers, mécaniciens, etc. en femmes, ça, on a beaucoup de mal à trouver. Et alors, de plus en plus, je rebondis un peu sur ce qui a été dit, mais ça va être le savoir-être, qui va jouer dans l'embauche plus que même la compétence. Et comment vous jouez sur cette corde-là? On travaille beaucoup sur la culture d'entreprise, sur la définition des valeurs, avec des questions qui sont posées aussi ou des situations particulières pendant les entretiens, pour justement déceler est-ce qu'il y a cette adéquation avec la valeur de l'entreprise. On est tous d'accord pour dire que cette crise, elle a révélé quand même chez les gens soit plus d'exigence au niveau du travail face à la valeur travail, ou à l'inverse les a dégoûtés parfois, leur a donné peut-être le goût de moins travailler. Vous avez ressenti ça dans vos équipes? Je pense qu'on est passé vers un mode de fonctionnement, de management du résultat et plus des heures prestées au bureau, parce qu'il y a cette confiance qui s'est installée avec la distance. Et donc, rien que de ce fait-là, ça chamboule un peu toutes les activités, toutes les structures de l'entreprise de manière générale. Timothée, au niveau de vos équipes? Au niveau de nos équipes, on
on est en plein réindustrialisation de notre outil de production, donc pour faire plus avec les équipes en place. Donc on n'a pas directement de challenge au niveau du recrutement aujourd'hui. Par contre, je rejoins Amélie sur le fait que le télétravail a responsabilisé les équipes. On a appris à travailler dans ces conditions-là. Et ça, c'est aussi un environnement de travail plus favorable pour nos équipes qui peuvent osciller entre les deux. Est-ce qu'à cause ou grâce à la Covid, le télétravail est toujours là Mais nous, on est dans le monde industriel, on est dans la fabrication, voilà, on doit être présent et donc on s'organise en général, en tout cas au niveau de l'équipe de management ou des autres, qui est un maximum 2 personnes au bureau parce que finalement la valeur, elle est aussi créée pour l'entreprise autour de la machine à café avec des gens qui discutent. Et autant on peut gagner peut-être en productivité avec des jours de télétravail, autant en créativité, ce qui est important pour une PME comme la nôtre, ça reste en face à face dans l'entreprise. Je suis assez d'accord que la machine à café est un endroit primordial dans une société et que le retour en présentiel est important. On ne peut pas rester le braquet à 100% sur le télétravail. Une présence, des opportunités de se croiser, de se parler. Ça génère des idées, ça renforce les liens dans l'équipe aussi. Même à l'époque du télétravail et du confinement à 100%, on avait remis en place le matin, 8h45, le quart d'heure café. Donc toute l'équipe se retrouvait sur les outils de visio pour prendre un café, discuter de ça et d'autres. Pour échanger. Pour conserver ce lien et cette possibilité de créer, de discuter. Bertrand ? Oui, nos sociétés de biotech, en fait, ça a été vraiment une période à 2 vitesses, puisqu'effectivement, comme ça a été souligné, toutes les activités de production et de recherche en labo, les gens, ils ne peuvent pas le faire de chez eux, donc ils sont venus. Par contre, pour les autres fonctions, ils sont beaucoup dû rester chez eux par toutes les contraintes qui étaient données. Et donc finalement, ça a posé quand même des problèmes en termes de cohésion d'équipe, parce qu'en fait, c'est des activités qui sont toutes dépendent les unes des autres. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a un besoin de retrouver une unité dans certaines entreprises. Donc certaines étaient en pleine réorganisation au moment où c'est arrivé. Oui. Timothée, est-ce que vous diriez que votre relance à vous l'avez carrément engagée en pleine crise ? C'était pas prévu. En fait, l'activité de filtration n'a pas tellement souffert de la crise. On a eu un petit ralentissement dans la croissance, mais on a continué à croître l'année passée. Le coup d'accélérateur, ça a été l'aventure des masques. Et aujourd'hui, il faut gérer la transition. Donc, on est sorti d'une période de besoins frénétiques en masques et où la production belge était tombée à point. On revient dans un marché concurrentiel où l'outil belge et les coûts belges ne nous mettent pas vraiment en position très facile. Ça, comment vous faites face à un masque chinois ? C'est facile, ils sont vendus en dessous de nos coûts de production aujourd'hui. C'est ça. Donc la concurrence, elle est très très rude et c'est pour cela que nous avons misé sur l'innovation, les nouveaux produits. Les masques citoyens qu'on a mis sur le marché, qui sont des masques extrêmement respirants, qui ne rencontrent pas les attentes des hôpitaux en termes de performance, mais qui sont vraiment juste en dessous. Par contre, qui sont lavables. Donc ça a été un moyen de diversifier notre gamme. Un autre moyen, et j'en profite pour remercier Stéphane, parce qu'il a été un premier adopteur de nos nouveaux produits. Ce sont des masques avec un traitement virucide qui permet de désactiver le virus. En pleine pandémie, quand on nous expliquait qu'il fallait toucher que les élastiques, mettre le masque et puis retirer par les élastiques, le mettre à la poubelle dans des poubelles fermées, etc., on allège ce stress en appliquant un coating à l'extérieur. Et dès que le virus vient se déposer sur le masque, en quelques minutes, hop, il n'est pas tué, ça on ne peut pas dire, mais il est désactivé. Il n'est plus contagieux. Et aujourd'hui, c'est un masque que l'on propose aux hôpitaux, les 2 types, 2 et 2R maintenant, le 2R vient d'arriver, et on espère que ça va nous permettre de maintenir l'outil industriel en activité et de garder un avantage technique sur la concurrence. Vous parlez de cette collaboration notamment avec le groupe Jolimont, ça veut dire qu'il y a une sorte de solidarité dans le Hainaut ? Ça veut dire en tout cas que le groupe Jolimont a été un des premiers adopteurs de cette technologie. Stéphane ?
Je vais faire un petit retour en arrière. Donc moi, je ramasse le Covid parmi les premiers au mois de mars l'année dernière. Je suis confiné, même confiné personnellement. Donc je suis reclus dans ma petite maison de campagne, laissant mon épouse la plus protégée ou la mieux protégée possible. Et je suis tout à fait désemparé en disant mais il y a quand même une capacité industrielle minimale en Belgique. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à produire des masques? Et j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à faire le tour de contacts que j'avais à la FEB, chez Agoria et autres, en disant mais enfin, allez, c'est pas possible. Alors c'était plus centré sur les FFP2 à l'époque, dont on avait un énorme besoin au niveau des hôpitaux. Et donc effectivement, quand on a recommencé une filière de production de masques, j'ai dit il faut soutenir ça. Enfin, on peut pas avoir pleuré pendant 3 mois en disant on n'a rien, et puis là dire maintenant les masques chinois c'est moins cher. Alors c'est sûr qu'il y a une forte concurrence, donc il faut aussi adapter nos marchés publics et nos critères de cahier des charges, effectivement, parce que si on est simplement sur fournissez-nous un masque chirurgical sans autre spécification que les spécifications minimales, la contrainte des marchés publics fait que c'est le moins cher qui est prêt à fournir. Donc il faut pouvoir adapter ces critères pour le faire, mais c'est vrai. Et on n'a pas été les seuls à Jolimont, je pense qu'on était plusieurs dans le secteur, en particulier du côté wallon, à dire bon voilà, maintenant il faut aussi qu'on se fournisse au moins en partie chez Deltrian, compte tenu de ce qui s'est passé, quoi. Oui, parce que vous deviez, après c'était bien de les fabriquer, mais il fallait aussi avoir des garanties de les vendre. Oui, alors les premières commandes, le gouvernement wallon a fait en sorte d'activer le mécanisme et on a produit et rempli les stocks stratégiques du gouvernement. Aujourd'hui, on est passé de 4 machines qui fonctionnaient en 3 équipes 24 heures sur 24, 5 jours sur 5 à une machine qui fonctionne une pause par jour. Et donc maintenant, c'est tout l'exercice de, comme tu dis, de mettre ces spécifications techniques de Verrucide dans les cahiers des charges des appels d'offres. Alors ça ne peut pas être un critère. Pour pas qu'il y ait de concurrence déloyale, quoi. Voilà, ça on ne peut pas faire, mais on peut obtenir des points supplémentaires dans les appels d'offres pour essayer de compenser cet effet de prix sur lequel on ne saura jamais s'aligner sur les coûts chinois. Ça c'est peut-être un point important. Il y a souvent en Wallonie un boost à l'innovation et on se sent super aidé et tout avance bien. Et puis une fois que le process est développé, on se rend compte que tout simplement c'est pas autorisé ou il n'y a pas les normes autour qui cadrent finalement ce qui est issu de l'innovation. Et donc c'est vrai que c'est important que la réglementation, la législation puisse aussi être à jour au niveau de ce qui sort des innovations. Nous, il y a eu 2 projets pendant la crise. Il y avait à la fois le fait de fabriquer de nouveaux masques et ça, on collabore un petit peu aussi avec Deltrian aujourd'hui sur d'autres projets. Mais par contre, on a été nous sollicités parce qu'on était experts en désinfection, qu'on avait des contacts Institut Pasteur et autres pour la réutilisation des masques. Et donc c'est vrai qu'on a développé une machine qui permettait de désinfecter les masques et il y a eu un engouement au bureau pour justement pouvoir proposer une solution qui en plus pour nous était écologique et donc c'était complètement dans nos valeurs parce qu'on ne jetait pas et on réutilisait. Mais on sent que maintenant que le prix du masque est descendu, il n'y a pas cette obligation comme il faudrait avoir de recycler, de réutiliser, alors que la machine existe et c'est vrai aussi pour nous dans le cadre du traitement des déchets médicaux, on sait les recycler aujourd'hui. Mais il faut que la législation l'autorise. Allez, on va faire une petite pause pub dans cette émission. La Belgique se relance, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission.